Folquelin, dans l'est de la France. Une fois par semaine, Mariette, qui a 55 ans, se rend devant cette maison abandonnée qui est en plein cœur du village pour y déposer des fleurs et aussi pour se recueillir. C'est l'épilogue d'un massacre familial tout à fait hors norme. Je viens de temps en temps, comme si j'allais au cimetière. Cela fait maintenant plus de 8 ans que son frère, Raphaël, a disparu sans laisser aucune trace. Et nous, on a quoi là? Une maison vide. Et à chacune de ces visites, eh bien, c'est la même douleur qui revient. Je me vois arriver là, sonner, ouvrir la porte, et lui m'attend au premier étage avec la porte ouverte, avec un grand sourire. Des vidéos de famille comme celle-ci sont les seuls souvenirs qu'il lui reste de son frère, heureux, dans sa maison de Folquelin. Et lorsque Mariette rentre chez elle, elle ne peut s'empêcher de se replonger aussi dans les photos. C'est tout ce qui me reste de lui, hein. Des photos. Mais vous ne pouvez pas rester un jour sans penser à lui. Un jour sans vous dire qu'il faut vous battre. Mais que s'est-il passé pour que, du jour au lendemain, la vie de cette femme bascule dans l'horreur ? Tout commence le 15 décembre 2006. Raphaël a 46 ans. Il est attendu pour les fêtes de fin d'année en famille. Ce jour-là, son avion, en provenance de Madagascar, atterrit à 7h20. Il avait toujours l'habitude de rentrer à la même période. Et là, pas de nouvelles. Mon fils, c'est pareil. Écoute, pas de nouvelles, c'est pas possible. Et on n'arrivait pas à le joindre. Raphaël ne répond plus et n'est jamais arrivé à Folquelin. Alors bien sûr, on se pose la question, qu'est-il arrivé ? Je connais mon frère quand même, hein. Je connais mon frère. Là, je me suis dit, stop, c'est bon, il y a quelque chose. Il ne sait pas que c'est quelque chose. Mariette se renseigne auprès de l'épouse de Raphaël. Elle s'appelle Simone. Celle-ci explique qu'elle est allée chercher son mari à l'aéroport avec Samantha, leur fille de 17 ans. Et voici ce que l'épouse ensuite raconte. Et là, il se met à l'arrière de la voiture, comme il a l'habitude de s'installer. Il se dispute, elle roule même pas à 2 mètres. Il dit, laisse-moi là, j'ai des choses à faire sur Paris, t'as qu'à rentrer, moi, je reste sur Paris. Raphaël claque la porte de la voiture et s'en va. Simone, l'épouse, reprend la route et abandonne son mari en colère à l'aéroport de Roissy. Reste une interrogation, pourquoi Raphaël Lomoro, qui pour rien au monde ne raterait le réveillon, pourquoi n'a-t-il pas rappelé sa petite sœur ? Tout va parfaitement bien dans sa vie, surtout depuis qu'il est parti s'installer à Madagascar. Et quand il est arrivé à Madagascar, il en est tombé amoureux. Il s'est dit que sa vie était là-bas, hein, que de toute façon là-bas il était heureux. Et c'est vrai, ça se voyait qu'il était heureux, hein, très très heureux. Un homme à l'existence paisible, qui appelle ses proches très régulièrement et qui rentre en métropole 2 fois par an. Alors, pourquoi ce silence ? La famille explore alors le passé du disparu pour tenter de trouver un début d'explication. Raphaël Lomoro est d'origine italienne, une famille nombreuse qui compte 13 enfants. Bruno, 58 ans, et son frère aîné. On était souvent ensemble. On va dire que c'était un peu mon mentor, malgré qu'il était plus jeune que moi. C'est vrai qu'il était bourru, mais très intelligent. Et grande gueule, mais pas méchant. Si Raphaël n'a jamais eu de problème avec la police ou avec la justice, il aurait pu, peut-être, disparaître pour une femme, car selon ses proches, l'homme multipliait les conquêtes. C'était un beau garçon, c'était le type recherché un peu. Costaud, bien musclé, un peu plus grand que moi. C'était le gars recherché par certaines femmes. Alors là, les filles, elles craquaient. Je sais pas, il avait un charme,
Un charme fou que, encore aujourd'hui, quand ses amies me parlent de lui, elles ont encore les yeux qui pétillent. Je sais pas, il avait un truc en plus. C'est pour ça qu'il nous manque. C'est pour ça. On en parle souvent, mes gosses, ils le disent tout le temps. En clair, Raphaël aurait-il pu tout quitter pour vivre une éventuelle nouvelle passion? Ce n'est pas Yolande, sa première compagne, qui va dire le contraire. Elle se souvient très bien de ce séducteur rencontré en 1981. J'ai rencontré Raphaël en boîte, en Allemagne. C'était un coup de foudre, oui, on peut dire ça. Bah, Raphaël, c'était un clown. C'était toujours des bêtises en tête, toujours un rigolo, il aimait rire. C'était un clown. Tout le monde l'adorait. C'est un charmeur. Ensemble, le couple aura une petite fille, Céline. Mais 3 ans plus tard, Raphaël a une autre femme, Simone. Il me trompait, il sortait, et il partait rejoindre Simone, ça, je le savais très bien. Beaucoup de gens me disaient, je t'ai vu, j'ai vu Raphaël, je crois que c'était toi, et quand je me suis approchée, j'ai vu que c'est pas toi. Mais elle te ressemble beaucoup. Mais le séducteur n'appréciait pas que les femmes. Apparemment, il aimait aussi se faire entretenir. C'est moi qui avais la carte bleue, c'est moi qui avais la voiture. Il ne me demandait pas un centime. Il partait, il était à Strasbourg, il était à droite, il revenait avec des vêtements, blousons en cuir, des joggings de marque. C'est Simone qui payait tout. Parce que Raphaël, c'est un défaut, il aimait beaucoup l'argent. Finalement, Raphaël quitte Yolande pour Simone. Ensemble, ils auront 6 enfants. 8 ans avant sa subite disparition, toujours inexpliquée, la famille nombreuse s'installe dans cette maison que Raphaël a entièrement retapée à Folklin, c'est près de la frontière allemande. Et comme en témoignent ces vidéos, tout ce petit monde semble vivre en parfaite harmonie. Ils s'entendaient très très bien, c'était un couple harmonieux, ils faisaient pas mal de choses ensemble. Simone, elle était joviale, hein, elle était accueillante. Ils faisaient des barbecues derrière. C'était comme tout le monde. Il manquait jamais rien dans l'assiette, il y avait plus qu'il en fallait. Simone est sans profession et elle s'occupe des enfants. Raphaël, lui, est mineur aux houillères de Lorraine. Il disait toujours, c'est pas en faisant mineur que tu vas gagner ton beurre. Alors, pour gagner plus d'argent, Raphaël décide de prendre sa retraite et de partir à l'autre bout du monde, de changer complètement de vie. Le 2 avril 2002, il part pour Madagascar, laissant derrière lui femme et enfants. C'est un changement radical d'existence. C'est une population différente à découvrir complètement, et c'est un nouveau travail aussi beaucoup plus rentable. Il nous a dit qu'il allait se lancer dans la culture de la vanille et tout ce qui s'ensuit, on était heureux pour lui. Raphaël se lance dans ce type d'exploitation, c'est un business très lucratif. Il achète un terrain dans le sud de la Grande Île. Son exploitation fait plusieurs hectares. Il embauche une dizaine de personnes et attend avec beaucoup de fierté sa première grosse récolte pour 2007. Lui, c'était faire de la vanille et essayer de faire fortune. Lui, faire fortune, c'était pour ses gosses, c'était même pas pour lui. C'était passionnant. Et pour lui, c'était devenu une passion. De féconder des fleurs de vanille, c'est quand même quelque chose de subtil, quelque chose de fin. Lui qui est bourru et un peu rustre, vous vous rendez compte? Pour nous, c'était extraordinaire. Pour nous, il avait réussi. Tandis que Raphaël rêve d'un futur Eldorado, Simone, son épouse, elle, reste seule dans l'est de la France pour élever les enfants. Elle savait qu'il n'abandonnait pas ses enfants parce que, d'une, il appelait assez souvent ses enfants. Elle ne laissait jamais sans nouvelles. Pour les anniversaires, il les oubliait pas. Et il revenait quand même pour les grandes vacances. Et il revenait quand même pour les fêtes de Noël. Cette vidéo date de décembre 2005, c'est-à-dire 1 an avant la très étrange disparition de Raphaël. Comme d'habitude, le père de famille était rentré chez lui, les bras chargés de cadeaux. Alors ce 15 décembre 2006, logiquement, Raphaël était espéré pour les fêtes de fin d'année.
Mais étrangement, depuis plus d'un mois, il ne donne aucune nouvelle. Il m'appelle pas, je dis bon sang, c'est pas possible. J'appelle donc sa femme Simone. Et là, elle me dit oui, il est bien venu, il est venu sur la capitale, donc Paris, mais il est reparti à Madagascar. Elle me rassure. Et ça, c'est vrai que quand il était dans la bourse, qu'il partait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il nous disait c'est pas la peine de me joindre, vous y arriverez pas. Les mois passent, au téléphone, Simone semble de plus en plus embarrassée, jusqu'à ce fameux jour, 5 mois après la disparition. Au mois de mai, je lui ai dit Simone, écoute, là, maintenant, c'est pas possible. Il m'a pas appelé pour l'anniversaire. Elle se met à pleurer, elle m'a dit, tu t'imagines, il a même pas appelé mes gosses pour leur anniversaire. Moi, j'ai l'impression que ton frère nous a abandonnés. Mais de là à ce que mon frère n'appelle pas ses gosses, non, il est dégueulasse. Pour moi, il est dégueulasse. Je dis, c'est pas un père. L'inquiétude de Mariette laisse peu à peu place à la colère. Et puis un jour, au téléphone, Simone demande à Mariette de prendre sa voiture et de la rejoindre sur un parking. Elle aurait un lourd secret à lui révéler. Elle le tient depuis des mois, ce secret, et c'est un secret dont elle ne pouvait absolument pas parler. Et c'est ici que les deux femmes se retrouvent ce jour-là. Et là, elle commence à me dire, oui, tu sais, il faut faire très attention. Il fait partie de la mafia parce qu'il fait des trafics de drogue, il fait des trafics... Pardon ? Raphaël aurait donc des ennuis avec la mafia pour une affaire de drogue. C'est une hypothèse qui lui semble totalement invraisemblable. Lui, traficoter avec des mafieux ? Ah non, jamais. Non. Lui, c'était droit. Sur ce sujet-là, mon frère était contre. Alors là, drogue, c'était même pas la peine de lui en parler, parce que s'il avait vu quelqu'un, il l'aurait dénoncé lui-même. Mariette reprend alors la route et appelle son frère, Bruno. Ma frangine me l'a raconté, j'ai dit écoute, non, stop. Drogue, mafia. Il dit non. Je dis stop, là, il faut aller aux gendarmes. Malgré l'interdiction formelle de Simone de parler, le 12 juin 2007, Mariette décide de se rendre à la gendarmerie la plus proche, à Forbach. On nous a dit, vous savez, c'est un adulte... il est libre de faire ce qu'il veut, il est majeur, vacciné, si ça se trouve, il est peut-être parti se planquer, il est peut-être parti avec quelqu'un d'autre. Je dis non, quand même, nous on sait très bien que c'est pas possible, on connaît d'autres frères, ce que vous nous dites là, c'est pas possible. La réponse apportée par les gendarmes surprend beaucoup Mariette. Aller dans une gendarmerie, d'aller pleurer, d'aller supplier, non, je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. Mariette décide alors de prendre un avocat, Maître Gagneux. Il est obligé de lui expliquer qu'il ne pourra pas faire grand-chose. La grande difficulté lorsque un majeur adulte disparaît, c'est de convaincre d'éventuels services d'enquête que cette disparition est louche ou suspecte. Parce que juridiquement, un majeur est libre de faire ce qu'il veut et il n'est pas obligé de dire là où il va, ce qu'il fait. Mariette placarde alors des affiches dans tous les villages alentours et finit par se rendre dans une autre gendarmerie, à Bérennes-les-Forbach, pour signaler la disparition de son frère. Et là, coup de chance, cette fois-ci, elle va être écoutée. Elle rencontre un gendarme qui, lui, est un petit peu plus alerté que les autres sur tout cela. Il s'intéresse un petit peu à l'histoire et décide de mettre en place des premières investigations pour essayer de savoir. Ce gendarme, en fait, connaît Madagascar et sait que là-bas, la vanille vaut de l'or. Et si cette histoire de mafia était vraie? Et si l'ascension de ce Français avait fait des envieux? Les enquêteurs procèdent à quelques vérifications et découvrent que le 15 décembre, jour de sa disparition, on perd toute trace de Raphaël dès l'aéroport de Roissy. Et à 9h20, le téléphone de mon frère arrête d'émettre. Il n'est plus géolocalisé, il n'émet plus. Il est mort, il est éteint. Alors une fois arrivé sur le sol français, le frère de Mariette a-t-il été victime d'un possible règlement de compte? Le riche propriétaire de vanille avait-il en fait un contrat sur sa tête? A-t-il été exécuté en France par des truands malgaches qui voulaient se venger?
Donc on est allé vérifier si effectivement Raphaël n'aurait pas pu être victime d'un règlement de compte lié à différents business, différents trafics. Ce sont des pistes qui ont été explorées mais très rapidement balayées. Il apparaît beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué en tout cas, de l'éliminer sur place que d'attendre qu'il arrive en France pour l'éliminer. L'hypothèse d'une exécution liée à la mafia est assez vite abandonnée par les enquêteurs. Il n'y a donc plus aucune explication rationnelle à la disparition soudaine de Raphaël. Ils ont exploré toutes les pistes, on n'a retrouvé aucun corps non identifié et donc rapidement on s'intéresse, les enquêteurs se sont naturellement intéressés à la dernière personne officiellement ayant été en contact avec Raphaël, à savoir sa femme et sa fille. L'enquête se concentre alors sur l'épouse, Simone, et sur la fille, Samantha. Et c'est en épluchant les comptes bancaires de Raphaël que les gendarmes font une découverte assez étonnante. Le train de vie à Folklin a considérablement changé depuis la disparition. Les enquêteurs constatent notamment que de gros chèques ont été faits, comme celui-ci, à 590 € ou encore comme celui-là, à 468 €. Comme par hasard, il y a eu un avant décembre et un après décembre. Bien, mère et fille, au pluriel, videz les comptes. Hein. Videz les comptes. Des vêtements, des bijoux en or, pour une montre pour son ami, pour son copain. Tellement qu'elle dépensait sans compter qu'elle allait dans des grandes boutiques, les coiffeurs, visagistes les plus chers, que tout le monde a fini par lui donner le surnom qui lui allait très très bien, Paris Hilton. Et elle se prenait pour Paris Hilton. Hein. Samantha dépense sans compter et d'après son entourage, elle enchaîne les sorties, elle enchaîne aussi les aventures avec des petits amis. Samantha se permet des comportements en termes d'attitude ou de faire venir ses petits amis ou d'exhibition avec des jeunes hommes. Des choses qui ne se faisaient pas avant se font subitement à partir du mois de décembre et effectivement les enquêteurs trouvent ça assez louche et assez suspect. D'autant que Raphaël, chef de famille, n'aurait jamais cautionné un tel comportement. Raphaël Lomoro, dans ses conceptions éducatives, était quelqu'un un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais accepté que ses filles se fassent remarquer par un maquillage outrancier ou par des tenues un petit peu provocantes. Et il apparaît compliqué, en tout cas dans ceux qui connaissaient bien la famille, que Raphaël ait pu, d'une part, autoriser ce type d'achat et certainement pas les cautionner et les financer. Et ce n'est pas tout. Simone, la mère de famille, agit comme si elle savait que son mari ne reviendrait plus jamais. Elle se débarrasse en particulier de la voiture de Raphaël. Ah, c'est une voiture qui disait toujours, celle-là, elle est à moi, je ne veux que vous pouvez l'utiliser, mais il faut y faire très attention parce que c'est une voiture à laquelle je tiens énormément. Eh bien, elle s'en est débarrassée. Pour rien, gratuitement, elle l'a donnée. Et plus étonnant encore, Simone n'hésite pas à se faire passer pour son mari. On s'aperçoit certains éléments étonnants, à savoir que Raphaël, qui a disparu, a néanmoins rempli les documents pour que sa retraite soit toujours versée. 15 jours après la disparition de Raphaël, Simone, en effet, a imité la signature de son mari disparu pour pouvoir percevoir sa retraite. Si ce n'est pas une escroquerie, c'est quelque chose qui est très étonnant. Des achats hors du commun donc, une voiture dont on se débarrasse gratuitement, des papiers de retraite et des chèques falsifiés. Simone doit donc s'expliquer devant les gendarmes et contre toute attente, la mère de famille va livrer une révélation fracassante. Raphaël Lomoro, qui vivait seul depuis 2-3 ans, entretenait une relation plus que sérieuse avec une personne. Et elle explique qu'elle ne voulait plus entendre parler de Raphaël, eu égard au fait qu'il avait refait clairement sa vie à Madagascar. Simone est anéantie. Raphaël mène une double vie à l'autre bout du monde avec une jeune malgache de 30 ans. La mère de famille a découvert le poteau rose en fait 6 mois avant la disparition de son conjoint.
Et cerise sur le gâteau, sa rivale a eu 2 enfants avec son propre mari. Un premier en 2004 et un second en 2006. Une liaison que Raphaël avait cachée à tout le monde, y compris à ses frères et sœurs. Il se gardait bien de le dire, je crois. Il n'avait pas chanté ça sur les toits. Hein. Si jamais ça sortait aux oreilles de sa femme, c'était fini pour lui. Hein. On était... Sur le coup, on était sidérés. On s'est dit, c'est pas possible, mon frère. Bon sang, 2 enfants à Madagascar, c'est pas possible. Un gars, quand il part, il va pas se faire curer. Hein. Il va pas moine. Hein. Alors là, je suis tombé des nues. Mais bon. Un homme, on l'attache pas. Hein. Et à Folklin, il n'y a pas que la double vie scandaleuse de Raphaël qui fait jaser. Depuis quelque temps, les voisins ont remarqué la présence d'un drôle d'individu, un intrus en fait, dans la maison familiale. Et là, on apprend que Simone a un amant. Alors là, je me dis non. Et Simone, 20 ans plus qu'elle quand même. Hein. Simone a rencontré cet homme en juin 2006, au moment où elle apprenait la double vie de Raphaël. Elle pensait peut-être l'attirer à nouveau. C'était sa façon à elle de reprendre mon frère. Moi, je pense que c'est par dépit qu'elle l'a pris et pour le rendre jaloux. Étonnamment, l'amant semble parfaitement intégré d'ailleurs dans la famille. Et après, on apprend quand même que l'amant s'était déjà installé chez elle. Et il côtoie les enfants, il semblerait que des projets de réaménagement de la maison aient été mis en place. Et elle développe cette relation avec cet homme, au vu et au su de tout le monde, sans finalement craindre la réaction de Raphaël. Un mari qui mène une double vie, une épouse volage, un amant qui a pris la place de l'époux disparu. Les enquêteurs s'intéressent de très près à ce vaudeville tragique. D'autant qu'un nouvel indice va faire changer la donne. Après avoir constaté le changement radical de train de vie à Folklin, les gendarmes découvrent que la carte bancaire personnelle de Raphaël a été utilisée après sa disparition. Donc les enquêteurs découvrent qu'à 4 reprises, la carte bancaire a été utilisée pour effectuer des retraits de 200 €. Comme vous pouvez le voir sur ces relevés de compte, 2 retraits de 100 € et 4 retraits de 200 € réalisés après le jour de la disparition. Des retraits effectués dans des distributeurs de la région de Forbach, avec une carte bancaire personnelle de Raphaël, utilisée, elle, à Madagascar. Les enquêteurs se focalisent sur cette carte parce qu'on sait que c'était celle qui était prioritairement utilisée par Raphaël. Il avait payé son billet d'avion avec celle-ci, elle avait été utilisée beaucoup, donc a priori on pouvait imaginer clairement que c'était son moyen de paiement privilégié et habituel. Et plus troublant encore, à chaque retrait, le portable de Simone est géolocalisé à proximité des distributeurs. 13 novembre 2007. Cela fait presque 1 an que Raphaël s'est volatilisé. Simone et sa fille Samantha, présentes dans la voiture le jour de la disparition, sont interpellées. Elles sont placées en garde à vue. Simultanément, les gendarmes perquisitionnent le domicile familial à Folklin. Et là, surprise. Et découvrent des éléments qui n'auraient pas dû y être, à savoir les documents d'identité, carte vitale, carte d'identité de Raphaël, ainsi que des moyens de paiement. Malgré ces découvertes accablantes, Simone n'a aucune explication à donner. Maître Rondu et son avocat, il se souvient très bien à quel point la mère de famille se murait dans le silence. Simone va persister à dire qu'elle ne sait rien de cette affaire, que de la disparition, en tout cas de Raphaël, de son mari. Elle va continuer à dire qu'elle l'a récupéré à Roissy, qu'à un moment donné, il a voulu quitter le véhicule. Donc elle va maintenir cette thèse pendant un certain nombre d'heures. Mais ce que la mère de famille ignore encore, c'est que les gendarmes ont déjà toutes les cartes en main. Ils savent que Raphaël possède 2 armes, un Beretta et un 357 Magnum. Mais surprise, quand ils fouillent la maison, une arme censée se trouver dans le coffre
a disparu. Les enquêteurs perquisitionnant le domicile ne trouvent pas trace du 357 Magnum. On a retrouvé le 22 long rifle, on a trouvé d'autres armes, mais pas celui-ci. Ce que Simone explique, c'est que ces armes sont enfermées dans un coffre-fort et qu'il n'y a strictement aucune possibilité d'accès. Seulement voilà, l'amant de Simone, qui est entendu lui aussi, ne donne pas tout à fait la même version. Son amant indique aux enquêteurs qu'il a vu ces armes. Et à partir de là, les enquêteurs placent Simone face à ces contradictions. Cela fait 36 heures maintenant que Simone est en garde à vue. Accablée par tous ces éléments, elle finit par craquer. Et voici la version qu'elle va livrer aux gendarmes. Elle va dire « Je suis monté en direction de Paris par l'A4. Ensuite, nous avons poursuivi jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. J'avais demandé à Samantha de m'accompagner. » Simone raconte ensuite qu'elle a attendu Raphaël devant le terminal d'arrivée au moins 2 heures avant qu'il ne sorte. Rapidement, il a rejoint notre véhicule. Il a ouvert la portière arrière droite, puis s'est installé à la place arrière droite, juste derrière Samantha. Puis nous avons démarré. Il ne s'est pas soucié si on allait bien et au contraire, il s'est moqué de moi. Elle explique ensuite que dans la voiture, c'est une véritable douche froide. Raphaël est odieux pendant un bon moment. Finalement, il s'est calmé puisqu'il a fini par somnoler et enfin s'endormir à moitié. Simone aurait roulé environ 1 heure, puis elle aurait décidé de s'arrêter sur une aire d'autoroute. J'ai stoppé la voiture dans le prolongement de la station, sur un parking un peu à l'écart. À ce moment-là, mon mari y dormait bien. Il était assis mais avachi sur son siège. Comme le montrent ces photos de la reconstitution judiciaire, voici comment, selon Simone, les choses se seraient ensuite passées. Elle aurait pris une arme qu'elle avait pris soin auparavant de dissimuler sous son siège. J'ai débouclé ma ceinture de sécurité. J'ai tendu mon bras droit en direction de sa tête, entre les 2 sièges avant. J'ai posé le canon du revolver contre la tempe gauche et aussitôt j'ai actionné la gâchette. Un coup est parti. J'ai vu beaucoup de sang gicler. Raphaël n'a émis aucun bruit. Il n'a quasiment pas changé de position. Je me suis repositionné normalement à ma place. Et la suite de son récit est pour le moins sidérante. Il n'y avait pas de sang après les vitres. Samantha n'a rien dit. Elle tremblait de peur. Elle n'a même pas crié, juste un peu pleuré. Samantha, elle aussi en garde à vue, est confrontée aux déclarations de sa mère. Elle confirme cette version et elle détaille la suite. Samantha explique qu'après le coup de feu, elle s'est retournée sans un mot, qu'elle aurait essuyé un léger filet de sang s'écoulant de la plaie sur la tête de son père, qu'elle aurait recouvert son visage d'une couverture et qu'elles auraient repris, toujours sans un mot, la route pour effectuer les quelques 350 km d'autoroute restantes entre cet endroit et le domicile. 350 km avec un cadavre comme passager. Et au volant, une mère, avec à ses côtés sa fille, âgée de 17 ans. Sans se dire un mot, Simone et Samantha seraient donc arrivées aux alentours de 15 heures à Foltelin. Elles auraient garé la voiture dans le garage familial et d'après Simone, le corps de son mari serait resté dans le monospace pendant plus de 6 heures, tandis que tous les enfants étaient présents dans la maison. Et la suite du récit de la mère de famille glace le sang. J'ai attendu qu'il fasse complètement nuit. J'ai sorti le Renault Espace dans le jardin, jusqu'en haut du verger. J'ai mis le véhicule en travers de la pente, de manière à faciliter la chute du corps. Il a chuté dans l'herbe. Je l'ai laissé comme ça. Simone aurait alors poursuivi son entreprise macabre seule et serait allée encore plus loin dans l'horreur. J'ai posé 2 palettes en bois sur son corps, puis recouvert le tout avec des monceaux de linge. J'ai déversé de l'essence provenant d'un bidon que j'ai trouvé dans le garage. J'ai allumé avec un briquet et les flammes ont pris rapidement. J'ai surveillé le feu régulièrement, au moins 3 jours, et je rajoutais à chaque fois du linge, du bois et tout ce qui pouvait prendre feu. Au final, le corps
s'est consumé complètement. Il ne restait que quelques débris d'os que j'ai ratissés et que j'ai ensuite jetés dans la poubelle. Au printemps, j'ai semé de l'herbe et aujourd'hui, on ne voit quasiment rien. Je précise encore, hormis Samantha et moi, personne d'autre n'est au courant de ce que j'ai fait. Raphaël Lomoro, cet homme recherché depuis près d'une année, aurait donc été assassiné par sa femme et aurait trouvé sa dernière sépulture, entre guillemets, au beau milieu du jardin familial, la même où les enfants jouaient, la même où il a appris à sa fille aînée Valérie à conduire. Et pour justifier son geste, Simone donne une explication plutôt surprenante. Simone dit qu'elle a choisi la crémation, c'est parce qu'une fois elle en avait parlé avec Raphaël Lomoro qui avait dit qu'il aimerait être incinéré. Donc elle dit avoir respecté cette volonté. À l'issue de sa garde à vue, Simone est mise en examen pour assassinat et elle est écrouée à la maison d'arrêt. Quant à Samantha, qui était mineure au moment des faits, elle est poursuivie pour modification de scène de crime. Ce qui est reproché juridiquement à ce moment-là à Samantha, c'est d'avoir aidé sa mère à nettoyer la voiture ou en tout cas avoir dissimulé le corps pendant tout le trajet. Bien évidemment, l'affaire fait la une de tous les journaux locaux. Une femme qui aurait tué son mari d'une balle dans la tête sur une aire d'autoroute, sous les yeux de sa fille, avant de le brûler dans son jardin. Dans la région, c'est la stupéfaction totale. Et lorsque les proches apprennent la mort et surtout les circonstances du décès de Raphaël, ils sont complètement horrifiés. Quand on vous apprend... déjà, d'apprendre la mort de son frère, c'est dur. D'apprendre les circonstances et la manière dont on s'est prise pour tuer mon frère, c'est pire que tout. Et vous vous dites que c'est pas vrai. C'est pas possible. Elle l'a pas tué, elle l'a caché, et il va revenir. On avait le procureur assis devant nous, on était assis. Elle dit, écoutez, votre frère est mort. Froidement. Et on n'a pas de corps à vous donner. On peut être l'homme le plus fort du monde, ça fait mal. Hein. C'est science-fiction de la télévision, ça. Eh ben non. Ben non, c'est vrai. Du mal à y croire. J'ai toujours dit qu'elle était folle, cette femme. J'ai toujours dit. La version de Simone semble surréaliste pour les proches de Raphaël, et ils ne sont pas les seuls à douter. Les experts sont également très sceptiques, notamment sur le récit de la crémation. Voici le compte-rendu de l'un d'eux. Il faut, pour la crémation d'un porc de 70 kg, 400 minutes et l'utilisation d'un bûcher de 220 kg de bois. Avec, pendant ces 400 minutes, un maintien de température entre 600 et 1000 degrés. On a du mal à imaginer que cette dame seule ait pu maintenir une température supérieure à 600 degrés et qu'elle ait pu amasser 220 kg de bois, d'autant que je rappelle que, sauf erreur de ma part, elle avait déclaré avoir utilisé quelques palettes. C'est vrai que les experts qui sont venus à la barre démontrant qu'il aurait fallu beaucoup plus d'éléments pour que cette crémation réussisse complètement, évidemment, ça ne tient pas par rapport à la première version indiquant que le feu a été uniquement allumé et puis c'est tout et on s'en est plus ensuite occupé. C'est vrai que ça peut paraître peu vraisemblable. C'est un scénario qui paraît carrément bancal, y compris pour l'avocat de Simone. D'autant que sur la zone présumée de la crémation, que l'on distingue sur cette photo, les enquêteurs n'ont absolument rien trouvé. Ça paraît peu vraisemblable qu'il ne reste plus rien. Il y a forcément dû avoir, comment dirais-je, de la chair brûlée, des os calcinés. Et des traces d'anciens feux comme celui-ci, il y en a plusieurs dans le jardin.
En effet, Raphaël y brûlait ses déchets, comme le prouve cette vidéo tournée 1 an et demi avant la disparition du père de famille. Et à ce stade de l'enquête, les gendarmes ont donc plus de questions que de réponses. Reste à élucider la scène de crime dans la voiture. Un tir avec un 357 Magnum à bout touchant. Une arme que les enquêteurs d'ailleurs n'ont pas retrouvée, car Simone déclare l'avoir détruite avec une masse le lendemain du meurtre. Les gendarmes vont donc procéder aux constatations dans le véhicule pour chercher des éléments qui collent avec les déclarations de Simone et de sa fille. On passe au peigne fin la voiture, on ne retrouve pas grand-chose si ce n'est quelques traces de sang sur la ceinture de sécurité côté conducteur, dans le coffre et également dans le coin de la portière ou dans la rainure de la portière. Ces traces de sang sur la ceinture, dans la portière et aussi dans le coffre sont découvertes avec l'utilisation du luminol. C'est un produit qui réagit à la lumière noire et qui révèle les taches de sang, même après un très grand nettoyage. Et après analyse en laboratoire, il s'avère que ce sang correspond bien à l'ADN de Raphaël Lomoro. Le crime a donc pu se dérouler dans la voiture familiale, mais Simone a-t-elle pu tirer une balle dans la tête de son mari de la façon dont elle le raconte ? Lors de la reconstitution, le 26 novembre 2008, sa version pose problème. Elle ne fera pas la distinction entre un revolver et un pistolet, et puis quand on lui montrera un pistolet, Beretta, elle dira c'est ça, qui n'a rien à voir avec le revolver du 357 Magnum. Simone, donc, ne choisit pas l'arme désignée lors de son interrogatoire, le fameux 357 Magnum qui a disparu du coffre de Raphaël, et ce n'est pas tout. On s'est clairement rendu compte qu'elle était dans l'incapacité de manier ou de charger une arme, puisque lorsque le juge d'instruction lui met cette arme dans la main, elle la regarde ébahie, voire même ahurie, parce qu'elle ne sait à peine pas comment la tenir. Simone Lomoro dit qu'elle ne sait pas se servir des armes. Et concernant la position de tir, la mère de famille va carrément changer de version. Les déclarations de Simone ne collaient pas avec ce qui était concevable. En premier lieu, elle explique que Raphaël était allongé sur la banquette, la tête de son côté. Et on imagine mal une femme ou un être humain, quel qu'il soit, se retourner de son véhicule et pouvoir, à bout touchant, quasiment à bout touchant, atteindre la tête du passager, dont la tête se situe quelques 30 ou 40 cm à l'extérieur. Donc manifestement, cette première version n'est pas possible, n'est pas réaliste. Si Simone Lomoro est droitière, ce que je lui ai fait d'ailleurs préciser, il est d'un mouvement plus naturel de se retourner du côté gauche pour avoir la libre position de son bras droit et de tirer sur Raphaël Lomoro. Le jour de cette reconstitution, ces cafouillages laissent tout le monde pour le moins perplexe. Alors, que signifie ce changement d'angle de tir ? Quelle est la vérité ? La famille de Raphaël n'a jamais été convaincue par la version de Simone. Au moment de notre tournage, Mariette et Bruno ont tenu à nous emmener sur l'aire d'autoroute où le meurtre se serait déroulé. Un coup de feu ici aurait forcément alerté n'importe qui. Dès que je descends de la voiture, je m'aperçois que c'est pas possible. Là, c'est encore une fois pas possible. Et pourtant, c'est une aire de repos tranquille. Là, un va-et-vient de camions. Il faut savoir que les camions s'arrêtent tous les 2 Voilà. heures. Là, il n'y a que des voitures. Je pense que tout le monde cherche un coin très très calme. Donc forcément, c'est pas possible. Et là, une sortie d'autoroute tout de suite. Impossible, selon Mariette, de tirer avec une arme à feu ici sans être repéré. Et pour nous prouver que les aveux de Simone sont peu crédibles, la sœur de Raphaël va tenter de reproduire le scénario criminel avancé par la mère de famille. Alors, elle arrête la voiture, elle se baisse pour prendre le pistolet. Mais il faut y aller pour pouvoir le prendre, parce que c'est très très dur. Je le prends, et il faut que je bouge
Alors là, c'est pas possible. Et me mettre entre les deux sièges et tirer. Non. 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 Selon Mariette, la conductrice ne peut donc pas avoir tiré entre les deux sièges. Et malgré la douleur, Bruno va prendre la place de son frère à l'arrière du véhicule pour tenter de démontrer que la seconde version de Simone, un tir entre le siège et la portière, ne tient pas la route non plus. Non, il était pas comme ça, il avait les jambes là. Hein. Oui, oui, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Simone affirme qu'elle a visé la tempe gauche de Raphaël. Or, selon Bruno, le tir ne peut tout simplement pas venir du côté conducteur, quel que soit l'angle. Là, le seul truc que je prends, c'est le front. Il aurait fallu que le tir se fasse de là. Selon eux, si le tir avait eu lieu dans la voiture, ce serait donc plutôt la passagère, la fille, Samantha, qui aurait appuyé sur la gâchette. Seulement voilà, d'après Bruno, le tir, tout simplement, n'a peut-être pas eu lieu dans le véhicule. Si elle l'avait tiré comme ça, la balle traverse la boîte crânienne, le siège, la carrosserie de la voiture. Et Bruno n'est pas le seul à pointer du doigt ces anomalies. Selon l'expert en balistique sollicité dans ce dossier, la version de Simone est pour le moins douteuse. Voici ses conclusions. Le projectile serait ressorti à l'opposé de l'orifice d'entrée, poursuivant sa trajectoire dans un des éléments. Or, il semblerait qu'aucune trace d'impact n'ait été retrouvée dans l'habitacle. Et l'expert précise également un tir avec une arme de calibre 357 Magnum atteignant un crâne humain aura pour conséquence l'éclatement de celui-ci. Or, la personne mise en examen affirme « J'ai vu un filet de sang ». D'après l'expert, la puissance de déflagration de l'arme est telle qu'elle aurait dû faire beaucoup plus de dégâts. Pour Bruno, qui connaît bien les armes, c'est une évidence. Et le bruit assourdissant. À l'heure qu'il est, elle devrait être toutes les deux sourdes. Les tympans explosés, elle devrait saigner même des oreilles. Pourquoi alors tant d'incohérences? Simone cacherait-elle quelque chose? Voudrait-elle peut-être protéger sa fille? C'est en tout cas ce que pensent les parties civiles. Finalement, pourquoi, puisqu'elle avoue, mentir sur quelque chose d'aussi finalement anecdotique, qu'elle est tirée à droite, à gauche, ça ne change pas grand-chose, l'essentiel c'est qu'elle est tirée. Sauf effectivement à ce que l'on dissimule la vraie vérité. Que ce soit sur le rôle des uns ou des autres, ou tout simplement sur son rôle à elle, ou sur le rôle de son passager. Au terme des investigations, les circonstances de la mort de Raphaël restent donc pour le moins mystérieuses. Et l'affaire est très loin d'être bouclée, car il reste encore beaucoup de questions en suspens, notamment la question du mobile. Pourquoi Simone a-t-elle assassiné son mari ? Pour expliquer son geste, elle raconte que depuis qu'elle connaît Raphaël, elle subit un atroce calvaire. Elle qualifie quand même son mari d'être caractériel, d'être un être caractériel, d'être un être violent, violent en parole, violent aussi en geste, puisqu'elle parlera aussi de brimades qu'il faisait, de coups, où à un moment donné elle était tirée par les cheveux. Bref, un certain nombre de sévices qu'elle raconte, bien sûr, et que les enfants confirment. Donc elle a tenté de justifier son geste en faisant passer son mari pour un monstre, c'est un terme qui a été employé à plusieurs reprises, et qu'en quelque sorte elle s'est sacrifiée pour éviter que ses enfants ne subissent à nouveau les nombreux outrages qu'il n'aurait cessé de leur faire subir depuis de nombreuses années. Yolande, la première compagne de Raphaël, confirme l'hypothèse d'un mari violent et elle se souvient d'une dispute conjugale qui avait dégénéré. Il m'avait tapé, il m'a fait mal, j'ai saigné, mais pas au point... Parce que s'il aurait voulu me taper avec sa force, j'étais morte. C'était juste pour que je m'arrête de parler. Qui n'est pas logique qu'il me tape, d'accord, mais c'est sa seule solution qu'elle ait trouvée. J'avais mal. Au visage et au cœur. Après l'enfer conjugal, Simone avance un second mobile, beaucoup plus sordide celui-là.
Si elle a éliminé son mari, dit-elle, c'est aussi parce qu'il abusait de leur fille aînée, Valérie. Valérie va confirmer qu'il y a eu des attouchements de la part de son père un jour sur Paris. Et comme c'était une petite chambre de bonne, ils s'étaient couchés dans le même lit et il se serait frotté un petit peu à elle. À ce moment de l'instruction, l'image de Raphaël, père aimant, vole complètement en éclats. Pour la famille, c'est le coup de grâce. De dire que mon frère était incestueux, elle l'a tué une première fois. Mais là, elle l'a tué une deuxième fois. Elle veut le tuer encore combien de fois quand elle dit qu'il est encore violent? Mais vous vous rendez pas compte? Je dis, mais où on est là? On n'est pas des barbares, hein. Je dis, on a tous eu une bonne éducation et lui, il aurait mal tourné. Je dis, ça m'étonnerait. Je dis, j'y crois pas. Non. Mais mon frère, c'est pas ça. C'est pas une merde. Yolande, qui a eu une fille avec Raphaël, ne croit pas non plus à cette accusation d'inceste. Mais qu'il fasse d'attouchement, non, pas Raphaël. Et il n'a jamais touché ma fille. Jamais. Pourquoi il toucherait les filles de Simone et pas la mienne? Si c'était son caractère à toucher les enfants, il n'aurait pas touché que ses enfants à elle. Non, ça je crois pas. Ça ressemblerait pas à Raphaël. Quelques mois plus tard, la version du père incestueux s'écroule, car Valérie, la fille aînée du couple, retire ses accusations de pédophilie. Elle dit certes, mon père était rustre, mais je n'ai pas été violée, je n'ai pas été battue. Voilà ce qu'elle va dire. Elle ne va pas dresser subitement un portrait idyllique de son père, mais elle va tout simplement, si j'ose dire, remettre un petit peu l'église au milieu du village. Un mobile controversé, pas d'armes du crime, pas de corps et des aveux qui ne permettent pas de répondre à toutes les questions. Qui a vraiment appuyé sur la gâchette? La mère ou Simone endosse-t-elle la responsabilité du crime pour couvrir sa fille? On a pris pour vrai les déclarations de Simone. C'est-à-dire qu'on s'est dit, à partir du moment où elle a déclaré tout ça, qu'elle a donné les détails, on s'est dit, elle endosse cette responsabilité, eh bien, on n'est pas allé plus loin, on n'a pas essayé de chercher autrement. Malgré les zones d'ombre, la justice a tranché. En mai 2010, devant la cour d'assises de Moselle, à Metz, Simone écope de 17 ans de réclusion criminelle. Une peine confirmée l'année suivante lors du procès en appel à Nancy. Samantha, quant à elle, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, l'affaire est définitivement jugée, mais 8 ans après les faits, la douleur de la famille ne s'est pas estompée. Des gens qui disent on n'arrive pas à faire notre deuil. Je ne les comprenais pas. Maintenant, je les comprends. Tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil.